Mécanisme de diversification du vivant. Pour traiter ce thème, nous verrons 5 parties, donc 5 vidéos. On va commencer par l'importance des gènes de développement. Ces gènes de développement, ou gènes architectes, ou gènes homéotiques, ont été mis en évidence chez la drosophile. Alors, pourquoi la droso? Parce que la droso, c'est un matériel de laboratoire qui est facile à élever, un cycle de vie rapide. On connaît parfaitement son cycle de développement, on connaît parfaitement son karyotype, sa carte chromosomique, et donc c'est facile de créer chez elle des mutations et d'observer le résultat. Donc une drosophile, c'est un insecte. Comme tout insecte, son corps est constitué de 3 parties, tête, thorax, abdomen, avec 3 paires de pattes et une paire d'antennes. L'embryon est dit segmenté, c'est-à-dire qu'il est découpé virtuellement en tranches, et on s'aperçoit que les 8 premiers segments vont être responsables de la formation de la tête, les 3 suivants du thorax et les 6 derniers de l'abdomen. Alors, comment s'organisent les cellules dans l'embryon? Une fois que l'embryon a atteint une masse de cellules suffisamment importante, il va falloir commencer à organiser la position des organes. Tout d'abord, on a des chaînes maternelles qui s'activent et qui vont déterminer l'axe antéro-postérieur, exemple gène bicoïde qui va s'exprimer à l'avant, et on a également des gènes qui vont être responsables de l'axe dorso-ventral. Une fois que la polarité est déterminée, il va falloir dans un deuxième temps que les gènes GAP s'activent et déterminent les premières grandes portions de l'embryon. Une fois que les grandes régions sont mises en place, troisième série de gènes, les gènes de segmentation, qui vont virtuellement découper l'embryon en tranches, en segments, et ce sont dans ces segments que là vont intervenir les gènes homéotiques sur lesquels vous allez travailler en classe et qui permettent de déterminer la fabrication des organes proprement dit. Donc, l'expression des gènes de développement dans les différents segments de la drosophile est représentée aussi bien chez la larve que chez l'adulte. Donc, chez la larve, vous pouvez distinguer une partie des segments. On sait que certains gènes s'expriment dans certains segments et pas dans d'autres, à la fois, bien sûr, chez l'embryon et chez l'adulte. Alors, vous allez me dire pourquoi là et pas à d'autres endroits. Réfléchissons. Chaque cellule possède l'ensemble du génome de l'organisme, tous les chromosomes. Elle possède donc tous les gènes. Par contre, chaque cellule n'a pas forcément besoin d'utiliser tous les gènes présents dans ses chromosomes. Donc, certains gènes vont s'exprimer, d'autres non. Et ce sont des facteurs de transcription, des petites protéines qui vont se mettre sur les gènes et qui vont activer la lecture de ces gènes et la fabrication des protéines qui en découlent. Donc quand on regarde cette répartition des gènes homéotiques, on voit bien que chaque gène a une zone de segment spécifique où il s'exprime. Et une fois qu'il s'est exprimé, il va être responsable de l'apparition d'un caractère. Donc par exemple, Antennapédia, alors je suis désolée, j'ai pas choisi deux images avec les mêmes codes couleurs. Antennapédia qui a une large zone d'expression chez la larve, ce sont des segments au niveau du thorax et on s'aperçoit donc qu'Antennapédia va être responsable effectivement chez l'adulte du thorax et de la mise en place de la deuxième paire de pattes. Alors, pourquoi on appelle ce gène Antennapédia? Vous entendez antenne et pédia, pied. Tout simplement parce que souvent les gènes que l'on a découverts, on les a découverts par des mutations. Donc on a déjà commencé par nommer la mutation qu'on observe. Donc là, Antennapédia, c'était qu'on avait des pattes à la place des antennes. Une fois qu'on a nommé la mutation, on a essayé de l'isoler génétiquement et une fois qu'on a trouvé le gène, et bien tout naturellement on a donné le même nom au gène. Donc bien souvent des gènes portent les noms de mutations comme UBX, ultra bithorax, que vous avez aussi étudié en TP, qui s'exprime lui normalement dans un seul segment du thorax et en fait ultra bithorax, B2. Donc sa mutation était que on avait l'expression de ce gène dans un segment qui n'était pas le sien et qui faisait que chez ces mouches là on avait deux paires d'ailes.
Donc ici, vous avez une tête normale avec un corps normal de drosophile, c'est-à-dire que dans chaque segment s'expriment uniquement les gènes de développement utiles dans ce segment. Les autres ne s'expriment pas. Ici, vous avez la mutation Antennapedia, ce qui signifie que vous avez une mouche, regardez sa tête, vous avez des pattes à la place des antennes. Donc ici, ce gène, qui normalement s'exprime au niveau du thorax, s'est exprimé bien en avant de sa position normale. Il s'est exprimé dans les cellules de la partie antérieure de la larve, alors qu'il n'aurait pas dû. Et pareil pour UBX, UBX s'exprime dans le troisième segment thoracique alors qu'il ne devrait s'exprimer que dans le deuxième segment thoracique. Donc c'est en étudiant des anomalies d'expression de gènes de développement qu'on a identifié ces gènes de développement et qu'on a pu les positionner sur l'organisme de la drosophile. Ensuite, on s'est posé la question de savoir si chez les vertébrés, il y avait aussi des gènes de développement. On s'est aperçu qu'il y en avait et on s'est posé la question de savoir s'ils avaient une origine commune avec ceux des invertébrés comme ceux de la drosophile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait expérience? On a extrait le gène OXB6 de la souris. On l'a injecté dans un embryon de drosophile qui n'est pas encore segmenté. Donc, les cellules vont s'organiser ensuite pour faire les segments et donner plus tard, donc après métamorphose, à une mouche. Et particularité, cette mouche a des pattes sur la tête. Ce qui signifie que le gène OXB6, provenant de la souris, est responsable de l'expression d'un caractère chez la drosophile. Ça signifie que le matériel génétique d'un vertébré est lisible par la cellule d'un invertébré. Et ensuite, non seulement il est lisible, mais en plus il est responsable de l'expression d'un caractère qui existe aussi chez la drosophile. Donc tout naturellement, les scientifiques ont été amenés à comparer les séquences de ce qu'ils appellent les homéoboîtes. Donc en fait, homéoboîte, c'est une portion d'ADN correspondant à un gène homéotique. Et ils se sont aperçus, donc particulièrement sur le OXB6, qu'il y avait 42,6% d'homologie avec Antennapedia entre cette souris et la drosophile. Donc on peut retrouver, ce sont les dessins que vous avez dessous, les zones d'expression des gènes de développement chez la drosophile, et vous voyez que chez la souris on va retrouver quasiment les mêmes gènes. Par contre, chez la souris, les gènes existent en plusieurs exemplaires sur différents chromosomes. Donc si on réalise une comparaison avec discontinuité sur un gène des séquences des gènes OXB4, là j'ai pris B4, de la drosophile et de quelques vertébrés, on va pouvoir tracer une matrice des identités. Alors, je vous rappelle que vous faites une comparaison avec discontinuité pour mettre en évidence les pourcentages d'identité. Comment faire pour mettre en évidence un pourcentage d'identité? Une fois que vous avez traité, comparé les séquences avec discontinuité, en ayant au préalable mis la drosophile en référence, c'est-à-dire en première ligne, vous l'avez remontée, il vous suffit de cliquer avec votre souris sur une des lignes qui vous intéresse, souris, homme ou xénope, et de faire information sur la ligne pointée. Et à ce moment-là, vous aurez le pourcentage d'identité avec la ligne de référence qui est la drosophile. Donc en faisant à partir de cette image-là avec la drosophile en référence, vous aurez 3 pourcentages d'identité par contre qui vont vous permettre de remplir en référence à la drosophile. Quand maintenant vous allez vouloir comparer par exemple l'homme avec le xénope, il va falloir passer l'homme en ligne de référence. Donc vous aurez ici plusieurs traitements à faire. Une fois que votre tableau matrice d'identité est complété, cela va vous permettre de tracer l'arbre généalogique. Donc vous voyez tout de suite que entre l'homme et la souris, et vous avez 95% d'identité. Entre DFD, donc l'OXB4 de la drosophile, et la souris, vous avez 80% d'identité. Donc en travaillant sur ces pourcentages, vous pouvez déterminer qui est plus proche de qui. Donc en étudiant les pourcentages, vous pouvez voir que souris et homme sont très proches. Puis ensuite, le xénope est proche de la souris de l'homme. Et en dernier, le plus éloigné, c'est la drosophile. Et donc,
En remontant dans le temps, vous avez un gène ancestral. Cette famille est multigénique. Si on observe un seul gène pour la drosophile, chez les vertébrés, on observe des homéoboîtes, c'est-à-dire qu'on observe plusieurs exemplaires du même gène sur plusieurs chromosomes différents, alors parfois 3, parfois 4. Dans tous les cas, on a ici une famille multigénique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs gènes pour une même information. Globalement, entre Antennapedia et les gènes A6, B6, C6, on a dans les 60% d'identité. Et puis pour DFD et puis A4, B4, C4, D4, on a globalement 80% d'identité. Ça signifie donc qu'il y a eu duplication du gène ancestral et conservation des copies. On parle donc de famille multigénique. Ça, c'est votre programme de première S. Maintenant, ces gènes de développement, ils ont un intérêt car ils ont permis la diversification du vivant. Voici deux zones d'expression du gène OXE6 chez un embryon de poulet à gauche et chez un petit serpent à droite. Vous voyez que chez le poulet, on a une zone restreinte, alors que chez le serpent, ça concerne une bonne partie de sa colonne vertébrale. Donc, on peut dire qu'il y a eu ici une variation d'un ancien plan et non pas une invention complète. D'accord? On avait OXE6, il existe, sauf que dans la lignée du serpent, il y a eu une anomalie d'expression où ce gène s'est certainement exprimé dans plusieurs segments qu'il n'aurait dû et a donc modifié la nature des segments. Alors, il y a beaucoup plus de segments chez le serpent que chez le poulet. Ça sous-entend qu'il y a eu donc d'autres modifications génétiques qui ont augmenté le nombre de segments. Un exercice tout simple, donc on vous dit que les serpents sont des vertébrés ayant parfois de petits membres postérieurs, mais jamais de membres antérieurs. La formation d'un membre antérieur chez les embryons des autres vertébrés s'effectue en avant d'une zone où le gène OXE6 est exprimé seul, sans OXC8. Quand ils sont exprimés ensemble, ces gènes sont impliqués dans la formation des côtes sur les vertèbres. Alors, vous avez un petit schéma qui vous représente les zones d'expression des deux gènes chez un embryon de poulet, chez un embryon de python. À droite, vous avez le squelette d'un python. Vous voyez qu'il y a beaucoup de côtes et sur les deux dernières, on a l'impression qu'il y a des petites pattes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au point de vue évolutif? Chez le poulet, OXC6 a une zone d'expression suffisamment importante et suffisamment différente de celle de OXC8 qui fait qu'à un moment donné, à un endroit donné dans la partie antérieure du poulet, il s'exprime seul. Et donc, en avant de cette zone, les gènes responsables de la fabrication des membres antérieurs vont pouvoir s'activer. Souvent, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur les fleurs, les zones d'expression des gènes vont dépendre des gènes qui s'expriment dans les zones voisines. On a un peu, si vous voulez, des compétitions. Hein. Ça, c'est mon territoire, ça, c'est le tien. Ah, bah, toi, tu ne fonctionnes plus, bah, je vais te piquer ton territoire. Ça, c'est un peu comme ça dans l'organisation de l'expression des gènes dans nos organismes. Donc, quand on a à la fois du orange et du bleu, ça va donner des côtes. Quand on n'a que du bleu, en avant de ce bleu, on a des pattes antérieures. Et par contre, on a les pattes postérieures en arrière du orange, du jaune-orange. Chez le serpent, le python, on s'aperçoit qu'on a systématiquement OXC6 qui s'exprime en même temps que OXC8 sur le même territoire. Ce qui fait que, en plus, ce territoire est très allongé jusqu'à la partie la plus antérieure de l'animal. Ce qui signifie que depuis la tête jusqu'à la limite postérieure, on n'a que des côtes, on n'a pas de membres antérieurs. Et ces territoires d'expression s'arrêtent à un moment donné et à l'arrière, on a des pattes postérieures qui peuvent se développer. Alors vous allez me dire, le python, il n'a pas deux pattes complètes. Oui, maintenant il n'y a pas que OXC6 et OXC8 qui sont responsables, hein, il y a d'autres gènes. Mais dans tous les cas, ici, on a une extension de la zone d'expression de OXC6 et OXC8 qui fait que les pattes antérieures ne se développent pas.
Autre exemple de gène homéotique, le gène OX-D13. Donc je vous rappelle que chez les mammifères, les gènes OX sont des gènes de développement et la combinaison des gènes OX s'exprimant dans une région donnée de l'embryon est un élément qui détermine l'organe qu'elle va former. Donc ces gènes OX sont présents chez tous les animaux. Chez le poisson zèbre, on va retrouver un homologue et on s'interroge si cet homologue a le même rôle que chez nous. Par exemple, nous, si on a des mutations de OXD13, on a des déformations de la main. Donc l'autopode, c'est-à-dire la dernière partie du membre chiridien. Ce membre chiridien donc, est apparu chez les vertébrés tétrapodes et on retrouve ce OXD13 chez le poisson zèbre. Le poisson zèbre n'est pas un tétrapode, donc est-ce que OXD13 jouerait le même rôle? Eh bien, si on fait une étude de la zone d'expression du gène OXD13, on s'aperçoit chez les tétrapodes que la zone d'expression en rose est assez importante et permet la mise en place des os et d'un membre chiridien, précisément les doigts, alors que chez les poissons, la zone d'expression est beaucoup plus faible et résultat, on a un endosquelette, on a des os sur lesquels on a des rayons osseux qui se mettent en place et non pas des doigts. Donc oui, il y a un ancêtre commun, c'est sûr, responsable ici du développement d'une partie de l'organisme et le fait qu'il n'y ait que 55% de ressemblance entre les deux protéines fait que l'activité de cette protéine ne sera pas la même et on n'aura pas chez les téléostéens, c'est-à-dire chez les poissons, de développement de doigts, alors que chez nous, oui. Les gènes de développement sont intéressants aussi parce qu'ils provoquent des différences morphologiques au sein d'une même espèce et on verra dans une autre partie que ça peut provoquer la spéciation. Donc on va travailler sur l'exemple des pinsons des Galapagos, les fameux pinsons de Darwin. Donc c'est une espèce Geospiza fortis et au sein de la population, on distingue deux sortes de becs, des petits becs et des moyens becs. Pourtant, ces animaux sont capables de se reproduire ensemble. Or, vous voyez, au premier abord, on peut penser que ce sont deux espèces différentes, ne sont pas tout à fait la même tête. On s'est rendu compte par étude génétique qu'il y avait deux gènes responsables de la croissance du bec. Donc le document est en anglais, il va falloir faire un petit peu d'effort. BMP4 va être responsable de la profondeur et de la largeur, alors que le gène CAM va être responsable de la longueur. Et en étudiant l'expression de ces gènes chez différents pinsons, on s'aperçoit qu'à chaque fois que BMP4 est peu exprimé, donc dans le tableau en bas il y a marqué là-haut, hein, je ne vous fais pas un cours d'anglais, faible, donc peu de BMP4, vous voyez que les becs sont assez aplatis. Par contre, tout à fait à droite dans le tableau, Early Height BMP4, donc une expression tôt dans le développement et en forte quantité, production forte importante de cette protéine BMP4, vous voyez qu'on a ici un très gros bec très épais. Donc, on a au sein d'une même espèce des variations de l'expression d'un gène dans la partie qui sera à l'origine du bec et cette différence d'expression va faire qu'il y aura plus ou moins de protéines responsables de la mise en forme du bec. Le test a été fait chez le poulet, donc vous avez à gauche un embryon normal de poulet, à droite un embryon qui surexprime BMP4, donc qui produit énormément de protéines BMP4, vous voyez que le bec est déformé et très épais. Donc globalement, dans le genre Geospiza, dans les pinsons des Galapagos, on va distinguer différentes espèces et chacune a une expression différente, plus ou moins forte et plus ou moins précoce du facteur BMP4 qui est en bleu sur le mésenchyme, c'est-à-dire la partie des cellules à l'origine du bec.